Voilà, c'est exactement l'heure, donc on va commencer. Voilà, juste que ça s'arrête. Ça. Voilà, parfait. Bon, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire dans lequel nous allons parler de comment protéger les bureaux, quelle approche vis-à-vis de la préparation des bureaux, comment protéger les collaborateurs, quel genre de nouvelles procédures à mettre. Alors, on ne va pas parler de procédures de, comment dire, de télétravail ou autre. L'idée, c'est purement de se focaliser sur les bureaux et comment les préparer, comment les organiser, comment aussi organiser les flux et la façon de les gérer. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà eu des webinaires avec moi, je réponds aux questions à la fin de la session. Vous pouvez poser vos questions à travers le système de questions qui est au bas de votre écran. Vous voyez les questions des autres participants, donc vous pouvez voter pour en augmenter la priorité si vous souhaitez. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour communiquer. Je l'ai devant moi, donc je vois qu'il y a des messages. Merci évidemment de garder les commentaires dans le chat et les questions dans le fil de questions pour que je ne risque pas d'oublier une question parce qu'elle s'est dans le chat. Vous pouvez aussi utiliser la fonction main levée qui permet d'attirer mon attention en cas de besoin. Après le webinaire, il est enregistré, donc je vais nettoyer un peu la vidéo, c'est-à-dire en fait retirer les minutes avant auxquelles on a démarré et je vais la poster sur YouTube. Je vous enverrai à tous les participants recevront un lien avec un lien pour télécharger la présentation et j'écrirai aussi dans les jours qui viennent un article et je vous enverrai aussi le lien pour cet article. L'article va en fait résumer ce que je vais vous présenter. Alors, pour commencer, un petit rappel qui est toujours à peu près le même en ce moment. On est maintenant dans une nouvelle phase de l'épidémie. On est dans une phase où le confinement va se relâcher progressivement. On nous conseille toujours d'avoir du télétravail, mais les gens retournent au bureau, donc les bureaux vont se remplir petit à petit de plus en plus. On reprend les activités économiques. Dans un contexte où il n'y a toujours pas d'immunité de groupe, où on n'a ni traitement ni vaccin, mais où on sait une seule chose, c'est que l'épidémie va rester active puisqu'on a déjà de nouveaux clusters qui apparaissent. C'est un genre d'information auquel on doit s'attendre pendant quand même pas mal de temps. La survie du virus sur les surfaces, parce que c'est la base à pas mal de décisions et de mesures qu'il faut prendre. Sur du carton, du tissu, c'est une journée. Sur du plastique, du métal ou du verre, par exemple une poignée de porte, c'est de 2 à 6 jours. Bon, il y a le cas particulier de l'aluminium, cuivre et étain, où c'est inférieur à 8 heures, mais en fait, on a assez peu de choses en aluminium, cuivre et étain. L'aluminium, on en a un peu plus. Mais il faut se rappeler, en gros, c'est carton tissu 1 jour, tout ce qui est métallique, verre, céramique, 2 à 6 jours. Voilà, donc, juste pour établir en fait le cadre, on doit se préparer à cohabiter avec une épidémie et un virus pendant 12 à 24 mois, qui est le temps que les experts nous disent qu'il y aura un vaccin. Espérons quand même qu'on aura un traitement avant, mais le traitement ne change pas l'épidémie. Le traitement ne pourra baisser que la mortalité, il ne change pas la contagion. Pendant cette période, on va travailler dans ce qu'on pourrait qualifier d'un laboratoire de niveau 3 à ciel ouvert. C'est-à-dire quoi? Un laboratoire de niveau 3 gère des pathogènes pour l'homme qui peuvent être potentiellement mortels, mais pour lesquels d'habitude on a quand même et un traitement et un vaccin. Là, dans notre cas, on ne l'a pas. Mais on va vivre dans ce genre d'environnement pendant au moins 1 an. Les risques pour une entreprise, c'est que si vous avez une infection, un cluster qui se
déclenche dans l'entreprise, vous aurez deux choses. D'abord, des cas positifs vont amener que les cas positifs ne pourront plus travailler, eux, ils vont être isolés. Certains vont même peut-être devoir aller à l'hôpital. Ceux qui ont été en contact avec eux vont devoir partir en quatorzaine d'isolation pour essayer de circoncire la contagion. Et vous avez toujours le risque que la presse, ou que ce soit locale ou non, s'empare du problème et parle de votre société en tant que nouveau cluster, ce qui va amener une détérioration de l'image de la société. Donc c'est un genre de situation que vous allez plutôt vouloir éviter. Alors, est-ce qu'on peut totalement l'éviter? Non, parce que vos employés peuvent très bien être infectés chez eux, peuvent très bien être infectés dans les transports en commun, mais le but du jeu, c'est de pouvoir annoncer qu'on a pris toutes les mesures nécessaires, besoin de le prouver. Il faut bien se rendre compte qu'une seule personne infectée suffit à mettre toute une équipe en quarantaine, donc en quatorzaine en fait, pour 14 jours. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui rencontre systématiquement toutes les personnes de votre entreprise chaque jour, si elle est positive, toute votre entreprise se retrouve isolée. Donc vous vous retrouvez à arrêter l'activité à nouveau. Or, il n'y aura rien de plus dangereux pour une société que des stop and go permanents. Le fait que les gens peuvent ne pas se sentir à l'aise s'ils ne sentent pas qu'il y a des mesures nécessaires prises pour protéger. Vous pouvez avoir un stress permanent, une inquiétude, un mal-être qui va amener un manque de concentration, une efficacité et une productivité inférieure, voire au besoin vos employés qui vont annoncer un droit de retrait en disant « je suis exposé, je ne veux pas continuer à m'exposer, donc je me retire ». Et si vous avez, alors j'allais dire la malchance d'avoir les syndicats dans votre entreprise, les syndicats sont aussi utiles à certaines choses, mais si vous avez des syndicats dans l'entreprise, ils peuvent aussi amener des actions. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, avec Renault récemment. Il faut savoir une chose aussi, c'est qu'il vaut mieux mettre en place des règles simples plutôt que des règles compliquées, parce que si vous essayez d'appliquer des règles trop difficiles à respecter, vous prenez le risque que les gens les appliquent mal et en fait s'exposent alors qu'ils se sentent à l'abri. Et ça, c'est un des dangers de ce genre de procédure. L'objectif, c'est de permettre une qualité de travail acceptable. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont au bureau, ils ne doivent pas se sentir en danger. Aujourd'hui, je pense que les gens qui prennent un métro, les gens qui prennent un bus, s'il y a des gens autour d'eux qui s'approchent en moins d'1 mètre, ils ne se sentent pas à l'aise. Ils se sentent oppressés, c'est pas ce qu'il faut. On ne peut pas travailler une journée en se sentant oppressé. Donc, il faut que le bureau soit perçu comme un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent à l'abri, un peu dans un cocon. Et donc, autant que faire se peut, on évite un risque de contagion dans certaines zones des bureaux. Toutes ne sont pas possibles, mais au moins dans certaines zones. Si les gens ne se sentent pas en sécurité, vous n'aurez pas la productivité, comme on l'a dit juste avant. Et je pense que c'est clair. Soit, si vous voulez que votre équipe travaille bien, correctement, il va falloir lui donner un certain sens de la sécurité, un certain ressenti de sécurité. Sinon, ça ne marchera pas. Les procédures doivent rester simples pour pouvoir être appliquées. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Plus c'est compliqué, plus les gens vont essayer de trouver des raccourcis et ne vont simplement pas les appliquer, donc elles ne serviront à rien. Vous avez dans votre personnel 3 populations. Les gens qui sont immunisés. Ceux-là, soit ont déjà eu le Covid et s'en sont tirés, soit ils ont été donc guéris, donc ils ne vont pas le rattraper. Ce sont donc, ils auront été testés quand on aura les tests sérologiques, ils ont été testés par un système sérologique, on verra qu'ils ont les anticorps, ils ont peu de chances d'être contagieux. Nous avons la population à risque. La population à risque, c'est les gens qui ont une comorbidité, que ce soit l'obésité, que ce soit le diabète,
que ce soit des maladies pulmonaires, cardiaques, qui font que s'ils attrapent le Covid, ils ont plus de risques. Eux, donc, il va falloir les protéger de façon un peu plus systématique et peut-être un peu plus appuyée que les autres. Et puis, on a la grande majorité qui sont les sans symptômes. Il faut bien voir que les immunes, c'est-à-dire les gens qui ont été exposés, vont représenter dans cette période à peu près un total de 10% de la population, pas plus. C'est-à-dire que si vous avez 100 personnes, vous n'en avez pas plus de 10 qui ont été exposées au virus en moyenne. Vous pouvez très bien ne pas en avoir. Par contre, les sans symptômes, vous ne pouvez pas savoir s'ils n'ont pas été exposés, donc qui sont parfaitement sains. Vous ne pouvez pas savoir s'ils ont été exposés et qu'ils n'ont simplement pas de symptômes. Or, on ne demande aux gens d'être testés que s'ils ont des symptômes. Parce que sinon, si vous n'avez aucun symptôme et que vous voulez être testé, il va falloir que vous vous testiez tous les jours, ce qui serait totalement infaisable. Alors, il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que l'on sait que les gens sont contagieux à peu près 2 à 3 jours avant l'apparition des symptômes. Donc, quelqu'un qui n'a pas de symptômes peut très bien être déjà contagieux, puis au bout de 2-3 jours, être testé et se révéler positif. Alors, il ne faut pas considérer que les gens sans symptômes sont des dangers. Ce n'est pas le cas. La grande majorité sont vraiment des gens qui sont totalement sains, qui n'ont pas été en contact avec le virus. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas détecter tous les gens contagieux. C'est bien ça le problème de cette épidémie. Alors, attention à une chose dans ce que je vais vous présenter après, ce n'est pas une garantie qu'il n'y aura pas de contamination. C'est juste une façon de contrôler la probabilité de contamination et de protéger au mieux, autant que faire se peut, la population de vos bureaux. Autre chose, il n'y a aucune obligation d'appliquer tout ce qui est indiqué. Vous allez choisir ce qui vous semble le plus pratique, ce qui correspond à votre cas. Vous pouvez avoir des bureaux qui sont simplement pas bâtis de telle façon que vous pourrez isoler facilement une salle de réunion pour les clients extérieurs. C'est possible. À vous de voir ce que vous voulez choisir. Et sachez par contre une chose, il vaut mieux appliquer une petite partie des mesures de façon très rigoureuse et parfaitement bien que d'appliquer un tas de mesures avec relâchement, sans bien les appliquer, parce que dans ce cas-là, on n'a aucune protection. Chaque mesure amène un peu plus de protection, diminue le risque de contamination si elle est bien appliquée. Une mesure qui est mal appliquée donne un sentiment de sécurité, alors qu'en fait, vous êtes autant exposé que si vous ne le faisiez pas. La partie importante, je suis en fait un fanatique de tout ce qui est management visuel. Pour moi, ce qui est important, c'est que si on rentre dans un bureau, on doit savoir ce qu'on a le droit de faire à un endroit et ce qu'on n'a pas le droit de faire à cet endroit. Et c'est pour ça que ce que je conseille toujours, c'est d'organiser un zoning de vos bureaux. Vous allez donc définir dans vos bureaux 3 zones. La première zone, c'est la zone publique. Cette zone, elle est en contact avec l'extérieur. C'est par là que vous allez rentrer. Elle est par contre infectée, en étant le fait que les gens rentrent dans cette zone, que les visiteurs vont être dans cette zone, fait que c'est une zone à risque. Vous ne pourrez pas l'éviter, elle est infectée. Le tout, c'est de le savoir, donc il y a des choses qu'on peut y faire, des choses qu'on ne peut pas y faire. Par contre, les gens extérieurs sont reçus dans cette zone. Donc, ça peut contenir par exemple un hall d'entrée, une salle de réunion spéciale pour les clients ou les visiteurs extérieurs, et idéalement peut-être des toilettes qui seraient donc réservées aux gens de cette zone publique. Il y a la zone de transition. C'est une toute petite zone qui va séparer la zone publique de la zone privée. Dans cette zone, les gens vont arriver, retirer leur manteau, les stocker, se laver les mains, désinfecter les semelles et rentrer dans la zone privée. On ne doit pas pouvoir rentrer en zone privée sans passer en zone intermédiaire, en zone de transition. La zone privée, c'est le reste. Le plus grand, c'est le mieux. Mais
c'est un endroit où les gens doivent se sentir à l'aise, sentir à l'abri. Cette zone doit être celle qui est la plus à l'abri de la contamination. Si vous ne formalisez pas les zones, à ce moment-là, la zone publique s'étend naturellement sur l'ensemble de votre site. Il n'y aura pas un seul endroit de votre site qui ne devra pas être considéré comme n'étant pas infecté ou infectable. Et ça devient beaucoup plus difficile à vivre. Voilà un plan d'un bureau. Alors, je l'ai trouvé sur Internet, hein, c'est un plan tout bête. Donc, vous avez une entrée en haut à gauche avec une réception. Au besoin, il peut y avoir un plexiglas devant la réception pour protéger la réceptionniste. Les employés rentrent, passent par la droite du bureau, donc à gauche sur le plan, passent par la petite porte vers la zone orange, qui est la zone de transition. Ils rangent leur manteau dans le petit local, se lavent les mains, désinfectent leurs semelles, rentrent en zone verte, qui est la zone privée. Tant qu'ils restent en zone verte, ils sont plus à l'aise. Il y a toujours des risques d'infection parce que quelqu'un peut être malade, il n'y a pas de symptômes, ok, mais ils sont plus ou moins protégés de l'extérieur. S'il y a un rendez-vous s'il y a une réunion entre personnes de la société, elle se passe dans la salle de réunion qui est en bas à droite. S'il y a réunion avec la personne extérieure, elle se passera dans la salle de réunion en haut, qui est rouge, qui est donc dans la zone publique. Maintenant, si quelqu'un de la zone privée doit sortir pour aller en zone publique, quand il revient en zone privée, il doit refaire tout le processus de lavage de mains, désinfection des semelles, etc. Pour préparer les zones, c'est un petit processus très rapide. Vous devez choisir le chemin pour entrer dans les bureaux et les autres accès doivent être fermés. Alors attention, il ne faut pas faire comme il avait été fait en France dans certaines nightclubs qui avaient pris feu. Les autres sorties peuvent être aussi des sorties en cas d'urgence, donc il faut qu'elles puissent être ouvertes. Ce n'est pas de les verrouiller et de les barrer. Mais elles ne doivent pas être utilisées normalement pour pénétrer en zone privée. Je préconise toujours de délimiter la zone intermédiaire par un marquage visible au sol. Si elle est fermée et qu'il y a une porte, tant mieux, il n'y a pas besoin de marquage au sol. Si elle ne peut pas être délimitée par des murs et des portes, dans ce cas-là, il y a un marquage visible au sol. Soit du sparadrap, soit arrangez-vous pour la délimiter dans un endroit où il y a un sol un petit peu différent, mais il faut que ça soit clair, que les gens voient clairement ils sont en zone intermédiaire ou ils sont en zone privée, parce que leur façon d'être sera légèrement différente. Si vous avez la possibilité de faire un peu de peinture, utilisez des couleurs différentes pour les différentes zones, pas plus mal. En zone publique, vous devez avoir des masques et du gel. En zone intermédiaire, il faut un point d'eau pour se laver les mains, une pièce ou une armoire de stockage des manteaux, parce que quand vous venez de l'extérieur, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a le Covid, donc il a pu éternuer, il a pu respirer fort, les gouttelettes qu'il a exhalées se seront vraisemblablement déposées principalement au niveau de votre torse ou de votre dos, sur votre manteau. Donc, c'est-à-dire que les manteaux qui viennent de l'extérieur ne doivent pas rentrer en zone privée. Ça veut dire que, par contre, en été, quand il va faire beau, vous devez avoir quelque part une veste quand vous voyagez et la possibilité de mettre autre chose quand vous serez dans votre bureau en zone privée. Parce que la veste que vous utilisez dans les transports en commun ou dans la rue ne doit pas rentrer en zone privée parce qu'elle peut être potentiellement infectée. Il serait bien d'avoir en zone intermédiaire un tapis désinfectant pour traiter les semelles. C'est un tapis qui est juste imprégné. Alors, si on veut faire la même chose chez soi, par exemple, c'est une vassingue avec un peu d'eau de javel. Bon, là, vous marchez dessus, ça désinfecte la semelle, parfait. Si vous voulez aller au-delà, il y a même les surchaussures en plastique, pourquoi pas. En zone privée, il doit être disponible du gel, du désinfectant pour les bureaux. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une distanciation suffisante, vous n'avez pas assez de distance, vous avez une trop grosse densité de personnes, il va falloir aussi regarder pour avoir des masques.
Mais là, par contre, ça devient franchement difficile à gérer. Il faut vraiment tout faire pour que les gens soient à une certaine distance et que la densité de personnes en zone privée ne soit jamais trop élevée. Alors, pourquoi le désinfectant sur les bureaux? Simplement, si quelqu'un vient, s'appuie sur votre bureau ou parle à côté de vous, avant de reprendre le travail, une petite lingette désinfectante, vous le passez sur le bureau et vous pouvez travailler tranquillement. En arrivant le matin, une lingette, vous le passez sur le bureau et vous pouvez commencer à travailler. Ça me semble être le minimum, c'est rapide, c'est pas trop gênant et ça fonctionne, ça vous protégera. Il faut aussi faire attention à une chose, l'éducation des membres de votre bureau est très importante. Il va falloir afficher des instructions à chaque endroit. À l'entrée en zone publique, expliquer qu'est-ce qu'on fait dans cette zone publique. Sur la porte de la salle de réunion pour les clients, dire qu'elle est uniquement réservée pour les clients extérieurs, pour les réunions avec les clients extérieurs. En zone privée, rappelez que personne extérieur n'est autorisé dans cette zone. Pas de visiteurs. Les mesures de protection que vous pouvez appliquer, donc il va y en avoir quelques-unes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir celles que vous voulez utiliser. Toutes ne sont pas obligatoires, mais regardez lesquelles vous voulez utiliser et appliquez-les bien. Premièrement, les personnes extérieures au bureau sont interdites dans la zone privée. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez, par exemple, vous êtes une filiale, vous avez un visiteur du headquarter, du siège qui vient? Bon, difficile de lui dire, vous êtes considéré comme un client, vous n'avez pas le droit de rentrer dans les bureaux. Il risque de mal le prendre. Donc, par contre, il doit faire la même précaution, il doit avoir les mêmes précautions que les employés pour se laver les mains, retirer son manteau, désinfecter sa semelle avant de rentrer en zone privée. La zone publique doit être organisée pour la réception des clients et des personnes extérieures. Elle est réservée, elle est organisée pour que les gens puissent passer en salle de réunion. La salle de réunion est prévue pour qu'elle soit désinfectée entre chaque réunion. Les chaises, si elles sont en dur, si elles sont en tissu, c'est un peu plus difficile. Les stylos, j'entends parler, les marqueurs, le tableau blanc, pareil, passer au désinfectant. Entre chaque réunion, vous devez aussi avoir un pot de lingette désinfectante sur la table pour que quelqu'un qui voudrait la passer devant l'espace qui est devant lui puisse le faire. Une liste de contacts extérieurs doit être tenue. On doit savoir qui est venu visiter, quand, à quelle heure. Et quand il est parti, combien de temps il est resté, et si possible, qui il a rencontré. Parce que ça permettra de tracer. Si vous apprenez qu'un de vos clients a été testé positif, ça vous permet de vous prévenir vos employés et de prendre des précautions. Toute sortie de la zone privée va nécessiter de repasser par la procédure d'entrée avant de retourner en zone privée. Vous sortez pour aller acheter à manger, vous sortez pour voir un client dans la salle de réunion. Quand vous rentrez, vous devez repasser par tout le processus de désinfection des semelles, lavage de mains et la veste que vous avez portée à l'extérieur ou en zone publique ne doit pas être portée en intérieur. Donc attention aussi, ça pose un autre problème. Si vous êtes en manche de chemise, donc en chemise, sans veste, en zone privée, que vous sortez en chemise en zone publique, je vais poser la question de comment vous allez faire pour rentrer. Je pense que la tenue torse nu va être relativement peu appréciée en zone privée, donc peut-être qu'il faut avoir des genres de surblouses en papier quand vous sortez en zone publique, ou des genres de choses dans ce genre-là. Mais il vous faut une protection parce que si il y a contamination, il ne faut pas que vous rameniez le virus, autant que faire se peut, vous ne devez pas le ramener en zone privée. Les tables et salles de réunion, y compris dans la zone privée, sont désinfectées entre chaque réunion. Les chaises, les marqueurs, etc. Les bureaux peuvent être désinfectés si quelqu'un d'autre que vous s'appuie dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les horaires de déjeuner. Si vous avez un local déjeuner, afin de diminuer la densité, décalez les horaires de repas. Faites que certaines équipes vont à telle heure, etc. ou laissez les gens s'organiser.
en disant vous n'avez pas à avoir plus de 2, 3, 4, sur la taille, personnes dans cette zone. Attention, s'il y a four à micro-ondes, soit vous en interdisez l'accès, mais ça peut poser des problèmes parce que les gens ont envie de chauffer quelque chose, soit vous avez des lingettes à côté en disant vous l'utilisez, vous désinfectez les touches. Ou alors, avant de l'utiliser, désinfecter les touches aussi. C'est mieux vaut 2 précautions qu'une. Vous pouvez aussi réinventer ce que les Américains appellent le cubicle. Vous savez, ce petit bureau isolé où chacun est derrière, avant était derrière son mur, peut-être avec des panneaux de plexiglas, ça sera plus sympa si vous êtes en open space, avoir un genre de panneaux qui séparent les endroits, qui vont éviter que s'il y a un qui est un peu contaminé, qu'il puisse exhaler des gouttelettes et qu'elle puisse se diriger vers un autre de ses collègues. Il faut être conscient d'une chose, plus on parle fort, plus on exhale les gouttelettes, plus on risque donc de contaminer les autres. Donc, essayez non pas de chuchoter, mais de parler à voix posée. Ce n'est pas la peine d'élever la voix. De toute façon, ce n'est jamais très bon d'élever la voix dans un contexte professionnel, mais si les gens parlent calmement, il y a quand même moins de chances qu'il y ait beaucoup de gouttelettes dans l'atmosphère. Maintenir de petites équipes. Si vous avez une équipe assez grande, assez de personnel et un plateau assez grand, vous pouvez le subdiviser. Essayez de faire en sorte que les équipes travaillent indépendamment, si vous pouvez l'organiser. Pourquoi? Parce que si vous avez un membre d'une équipe qui est testé positif, c'est toute l'équipe que vous allez devoir mettre en quatorzaine. Donc, si, au lieu d'avoir une petite équipe, vous avez une grande équipe, eh ben, c'est la grande équipe qui va en quatorzaine. Donc, plus les équipes sont petites, mieux c'est. Évitez les réunions interdépartements. Même s'ils sont à 50 mètres ou à 20 mètres l'un de l'autre, utilisez la visioconférence. Ça marche très bien et ça permettra d'éviter une réunion et donc une possible contamination. Donc, éviter de toute la voix, je l'ai déjà dit. Autre mesure, la nuit par exemple, vous pouvez installer des lumières UV de type UVC, donc c'est la longueur d'onde bactéricide. Cette lumière est utilisée notamment pour stériliser les salles d'opération. Ce n'est pas forcément très cher, c'est bien un seul problème. Vous ne pouvez pas regarder longtemps en direction de ces lampes, ça pose des problèmes de vie rétine. Donc pour ça, faites-le la nuit et le week-end. Ça permet de désinfecter les bureaux, tout ce qui est en ligne de vue de ces lampes, sans toutefois avoir de danger pour la vision des gens. La zone publique doit être désinfectée chaque soir. Les poignées de porte, toutes les poignées de porte, y compris la porte pour entrer en zone privée, tout doit être désinfecté. Il faut avoir des lingettes désinfectantes à côté le plus souvent parce que si vous amenez le virus sur une poignée de porte, il va rester entre 2 et 6 jours. Donc, les poignées de porte ne sont pas vos amis. Si vous pouvez même changer ça pour des poignées de porte qui s'ouvrent avec le coude ou qui s'ouvrent en la poussant de l'épaule, donc qui sont des portes battantes ou des portes automatiques, faites-le. C'est vraiment un bon investissement dans ce contexte. Les toilettes doivent être désinfectées régulièrement, notamment tout ce qui est gel, savon doit être rempli en permanence. On doit être sûr qu'il y en a en permanence, ça ne peut pas manquer. Les paquets de désinfectants, partout aussi sont vérifiés, remplis, rechangés. Donc vous allez avoir besoin de quelqu'un qui va faire ça. Au besoin, et ça c'est quelque chose que m'a dit une personne avec qui j'ai travaillé récemment, qui me disait, on peut peut-être faire aussi un référent. C'est ayez une personne chez vous qui va être un référent Covid et qui va simplement vérifier l'application des procédures que vous avez choisies, vérifier que les affichages sont toujours là, vérifier qu'il y a bien que le programme de désinfection et de nettoyage est bien respecté et qui pourra aussi répondre aux questions en cas de besoin. C'est vraiment pas un problème d'avoir un référent Covid. C'est une très bonne idée, au contraire.
Lui connaît les procédures, il sait les expliquer, il sait aussi expliquer ce qu'il faut à un client qui vient. C'est donc un bon avantage d'avoir un tel poste ouvert. Ça peut être, si vous avez comment dire, un responsable sécurité environnement, c'est peut-être le même. Sécurité, santé, environnement, peut-être le même que vous avez utilisé. Alors, vous allez devoir mettre en place des procédures. Parce qu'en fait, le simple accès au site devient une vraie procédure. Il y a des étapes à suivre et il y a des décisions à certaines étapes. Par exemple, vous arrivez sur le site, on prend votre température. Alors là, j'ai mis 38,5. Aujourd'hui, on considère que c'est plutôt 38. Certains pays considèrent que c'est 37,5. Le débat est là. En gros, vous mettez la température que vous pensez devoir mettre dans la fourchette 37,5, 38,5. 38 semble être une bonne, 38,5 aussi. Donc, la personne arrive sur site, que ça soit un client ou pas. Si c'est un client, on prend quelque chose, on prend sa température. S'il a plus de 38, on lui annonce d'abord. On ne lui donne pas l'accès au site. Si c'est un employé, il est renvoyé au domicile. Il faut prévenir les RH. Vraisemblablement, on lui conseillera d'aller se faire tester. S'il a moins de 38, 38,5, il peut rentrer. Si c'est un employé, il va se diriger, donc soit il ouvre la porte extérieure avec le coude, si la porte est adaptée pour ça, il va se diriger vers la zone de transition. Si c'est un client, il va être dirigé vers la salle de réunion pour client. L'employé rentre en zone de transition, il va déposer son manteau dans une salle dédiée en zone de transition ou dans un armoire dédié. Il va désinfecter les semelles des chaussures en utilisant un tapis désinfectant, en passant une lingette désinfectante sous la semelle et en utilisant au besoin les surchaussures. Il va désinfecter l'extérieur des mallettes ou des sacs avec une lingette désinfectante. Il va se laver les mains avec du savon pendant 30 secondes. C'est particulièrement effectif. S'il n'y a pas moyen d'avoir un point d'eau à cet endroit-là, il va falloir utiliser du gel. Puis, il va pouvoir entrer en zone privée. Si possible, pareil, ouvrant la porte soit automatique, soit avec le coude, etc. Il va arriver à son bureau, il passe son bureau au désinfectant avant de commencer à travailler. Là, on a essayé d'éviter d'abord d'entrer tout élément qui aurait pu être infecté à l'intérieur de la zone privée et on essaye de créer un contexte autour de l'employé la plus protégée possible. Deuxièmement, alors on a vu que sur du carton ou du papier, le virus va tenir une journée. Donc, autre procédure, le courrier. Vous recevez du courrier. L'idéal, c'est au niveau de la réception, la personne a des gants, un masque, elle va ouvrir les lettres, scanner l'intérieur des lettres, envoyer par email au destinataire, mettre les formats papier en quarantaine au moins une journée. Au bout d'une journée, vous pourrez donc récupérer les courriers papier qui auront déjà été, donc le virus aura disparu de ce support. Parce que les enveloppes, vous les détruisez. C'est idéal, à moins qu'il faille les garder parce que vous avez besoin de la date à laquelle il a été envoyé ou quelque chose comme ça. Mais tout ce qui arrive papier est mis en quarantaine une journée. On envoie le scan au destinataire. D'abord, ça permettra peut-être aussi de stocker moins de papier, mais c'est beaucoup plus sûr. Avec ça, le virus ne devrait pas pouvoir rentrer en zone privée. Si vous amenez immédiatement des papiers en zone privée, vous avez un risque de rentrer des virus en zone privée. Donc, voilà, en conclusion, on va devoir cohabiter au bureau comme à la maison avec un virus très contagieux, potentiellement mortel, 12 à 24 mois, peut-être plus, peut-être un peu moins, le moins possible, espérons, mais c'est un fait, on va vivre dans ce contexte de contagion.
ça ne permet pas de le supprimer, ce risque de contagion. Il sera toujours là. On va devoir adapter nos modes de vie, nos modes de travail, et la formation des collaborateurs est vraiment l'un des points les plus nécessaires. Il va falloir aussi faire des rappels réguliers. Si vous avez des réunions qualité, santé, environnement, sécurité régulières, par exemple toutes les semaines, il faut un petit rappel dans cette réunion sur les mesures de sécurité. Parce que les gens vont oublier, mais très vite, par contre, elles vont rentrer dans les habitudes et ça va rester dans l'acquis. Il faut bien se rendre compte d'une chose, la base de tout ça, c'est quoi? C'est d'amener un maximum d'hygiène et de séparer l'extérieur de l'intérieur. Rien de plus compliqué que ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est relativement simple. J'ai essayé d'amener des mesures les plus simples possibles. Il n'y a rien qui soit de l'astronautique, il n'y a pas de science, de technologie très compliquée. C'est des choses que tout le monde peut comprendre. Faites bien attention que chacun de vos employés doit comprendre ce qu'il a à faire, comprendre comment le faire et comprendre pourquoi il doit le faire. Voilà. J'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous exposer aujourd'hui, donc on a fait 35 minutes, et donc je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Pour l'instant, on n'en a pas. Moi, j'en ai eu quelques-unes par email. Donc, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, bah, je vais commencer par peut-être par vous dire un peu lesquels j'avais dans les emails. En fait, c'est est-ce qu'il y a un problème comment dire, de vie privée à prendre la température des gens? Est-ce que les gens peuvent refuser et comment faire pour refuser? Alors, entre-temps, par contre, je vous lance un petit questionnaire pour évaluer le webinaire, si vous êtes content de ce que je vous ai expliqué ou pas. Donc, est-ce qu'il y a un souci de vie privée? En fait, il n'y a pas vraiment de souci de vie privée. On est dans une situation un peu spéciale. Toutes les lois dans tous les pays nous autorisent de prendre la température. Est-ce que vous avez le droit de refuser l'accès à quelqu'un parce qu'il a la température? En fait, vous ne lui refusez pas l'accès, vous le mettez en télétravail si c'est un de vos employés. Si c'est un client, oui, vous risquez de dire non, vous ne rentrez pas. Alors, est-ce que vous pouvez vous permettre à un client de lui refuser l'accès? Peut-être. Je ne connais pas, ça dépend de vos relations avec les clients. Peut-être qu'en lui expliquant bien la situation, vous allez pouvoir lui expliquer que oui, c'est nécessaire, il ne peut pas rentrer. Il ne va pas pouvoir rentrer. Donc, vous essayez de, peut-être en lui expliquant bien qu'il a de la température, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose. Maintenant, est-ce que la température, alors j'avais aussi une autre question qu'on avait envoyée, est-ce que la température, tout le monde n'en a pas? Oui, effectivement. Les gens asymptomatiques peuvent être contagieux, ou même les malades sont contagieux 2-3 jours avant d'avoir les symptômes. Maintenant, la température est le symptôme le plus courant, donc c'est celui qui est facile à vérifier et qui vous permettra de détecter le plus facilement possible les malades et les gens qui vont mieux éviter. Mais sinon, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Les autres sont trop compliqués ou sont peut-être trop intrusifs. Alors, j'avais aussi eu, parmi les gens chez qui j'avais testé cette présentation, une question. Est-ce qu'il faut mettre en place une politique de zéro malade au travail? Alors, c'est une politique qui est utilisée dans certaines sociétés, notamment de la sphère technologique, mais aussi qui est utilisée beaucoup dans les pays asiatiques. C'est-à-dire, vous avez des symptômes, vous restez à la maison. Alors, à partir du moment où vous avez mis en place des procédures de télétravail suffisantes, et s'il s'agit de quelqu'un qui peut être en télétravail,
vous avez à ce moment-là toute possibilité de mettre cette politique facilement en place. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il n'y aura pas une exagération des gens qui vont dire ben, je vais envie d'aller bosser, donc je vais dire que je suis malade. Je pense qu'on veut partir sur le principe que les gens sont de bonne foi et donc ne vont pas exagérer. De toute façon, à partir du moment où les gens vont exagérer, vous allez finir par le sentir. Donc, je pense que c'est une bonne politique à mettre en place, à être clair, qui est de dire, si vous avez des symptômes, vous prévenez. Alors, en fait, dans le cadre de la situation actuelle, si vous prévenez, vous allez vous faire tester. Et ensuite, vous restez chez vous et vous travaillez de chez vous. Voilà les questions en fait qu'on m'avait posées. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Il ne semble pas qu'il y ait de questions complémentaires. Donc, écoutez, ça a été un plaisir de vous voir dans ce webinaire. Vous avez ici la liste des prochains webinaires. Notamment, je vous conseille celui de mardi prochain sur la résilience par la théorie des contraintes, qui est une approche assez innovante de la résilience. Et les autres aussi, les semaines d'après, sur le monde de demain au niveau organisation du travail et sur pourquoi rédiger un plan de continuité d'affaires. Je pense que ça peut être intéressant pour chacun d'entre vous. Et pour ceux qui ont des ateliers et des entrepôts, j'espère vous voir dans celui de la semaine prochaine sur comment protéger vos ateliers et vos entrepôts. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé. J'espère vous revoir bientôt. Donc, vous allez recevoir un mail avec les liens d'enregistrement pour accéder à l'enregistrement et à la présentation. Et vous recevrez ensuite un lien avec l'article que je vais rédiger pour résumer ce webinaire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.